guerre civile. On prenait des entreprises, des combinats métallurgiques. La redistribution de la propriété d'État a donné lieu à une vraie guerre. Il y avait une boîte de nuit légendaire, l'Arlequin. 2 ou 3 de ses propriétaires ont été abattus. C'était le lieu de rencontre de tous les bandits de Moscou, de divers groupes qui étaient en guerre. C'était une guerre sanglante avec meurtres, armes automatiques et tout le tremblement. Mais à l'Arlequin, il existait un pacte de non-agression. C'était un endroit où l'on venait s'amuser, personne ne s'y disputait. Les problèmes se réglaient ailleurs, par une balle ou un engin explosif. Les gens essayaient de privatiser tout ce qui leur tombait sous la main. Une certaine personne a acheté des actions à moitié prix. On ne pouvait pas les lui refuser. Et ça revenait à se réserver une place au cimetière. Il avait lui-même tué environ 200 personnes. Je voulais le tuer car il s'en était pris à ma femme et à mon enfant. Il avait piégé la voiture dans laquelle ils étaient. Il s'était dit que s'il arrivait à faire ça, il me casserait complètement moralement. J'ai jamais employé de tueur à gages. Je m'étais planqué sur le toit du restaurant, c'était l'hiver. Je suis resté là 12 ou 13 heures peut-être. J'étais littéralement congelé. J'avais l'œil rivé au viseur. J'attendais qu'il sorte du restaurant. Je savais qu'il y venait quasiment chaque soir, c'était son fief. Les flics le savaient aussi. Et quand il est sorti, ils lui sont tombés dessus. Ils lui ont passé les menottes, ils l'ont ramené dans le restaurant et ils l'ont fait sortir par une autre sortie, une porte de service que je ne pouvais pas atteindre. Et ils l'ont embarqué dans une voiture. C'est la première fois que j'ai pleuré, parce que j'avais pas pu tirer, j'avais pas pu tuer. La Russie, c'est une partie de l'Europe. Mais la Russie est plus brutale, plus cruelle. Un Européen, s'il a trouvé sa place dans la vie, quand il fait un bénéfice de 10% sur l'année, il est ravi. Il met de côté, il essaie de faire fructifier son capital. En Russie, c'est totalement différent. Quand je suis sorti de prison, les meurtres étaient devenus monnaie courante. On tuait quasiment au vu et au su de tout le monde. 2 jours après ma libération, on a tué mon maître, un voleur respecté, un vrai bandit, et aussi mes amis. Ils ont été tués chez moi, et on a aussi essayé de me tuer. Vous m'avez posé des questions sur ma profession. Je suis avocat de la mafia. J'ai réalisé que parmi mes clients, parmi les plus importants, j'ai réussi à en faire sortir 12 de prison. Ces 12 hommes se sont tous fait descendre par la suite. Ces hommes d'autorité et vorzakonie, voleurs dans la loi, ne sont pas enterrés en catimini dans des cimetières discrets. Au contraire, ils sont souvent accompagnés au vu de tous par des politiciens, des hommes d'affaires et des gens du showbiz. Pour moi, une vodka. Et toi? Je prends un jus. Il boit jamais. Il en fait un principe. Un homme doit avoir des principes. C'est un des miens.
Il y en a au moins qui doit garder l'esprit clair. Oui, quelqu'un doit garder l'esprit clair pour pouvoir diriger les autres au cas où. Que la terre lui soit douce. À Moscou, en général, on enterrait ceux qu'on avait tués dans les forêts alentours. À Ussurisk, il y a la mer. Pas besoin de creuser, il suffit d'aller larguer les corps au large. À Chicago, dans les années 30, on se donnait pas autant de mal. Là-bas, ils noyaient les gens vivants. Nous, on coule des cadavres. C'est pour ça qu'on est plus humain. Tandis que le monde criminel russe se livre une guerre sanglante, beaucoup de chefs cherchent un lieu sûr où se réfugier et mener une vie plus paisible. La possibilité offerte aux Russes d'origine juive de venir s'installer officiellement en Israël apparaît pour beaucoup comme une aubaine. J'ai réalisé que c'était difficile de vivre avec un passeport russe. On est toujours obligé d'avoir un visa. J'étais avec une fille à l'époque. On est partis ensemble en Israël, on s'est mariés, j'ai reçu mes papiers là-bas. Je suis venu en Israël pour pouvoir voyager plus librement, pour plus être constamment embêté par ces histoires de visa. J'avais cette possibilité. Et comme l'histoire l'a montré, j'ai eu raison, car j'ai obtenu des papiers très rapidement. Mais dis-moi comment t'as fait, c'était difficile? Trouve une juive, marie-toi avec elle, trouve une adresse, et au bout d'un an, tu auras tes papiers. Pourquoi tu ris? En 1997, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur est arrêté en Israël. Il a aidé plus de 400 criminels russes à obtenir un passeport israélien. L'opération, baptisée Histoire d'amour à la russe, a été menée par le commandant de police, Moïse Mizrahi. On avait baptisé l'opération Histoire d'amour à la russe. À cette époque, je connaissais déjà un peu le monde du crime russe, comment il était structuré hiérarchiquement, ce qu'était une caisse commune ou un chef des voleurs. On a appris le sujet dans le vif, sur le tas. Ils voulaient absolument savoir ce qu'on faisait et ce qu'on savait exactement. Et je dois avouer que parfois, ils ont réussi à obtenir certaines informations. Ils peuvent acheter des gens pour 100 millions de dollars. Ils auraient pu acheter mon service tout entier. Certaines réunions des chefs ont lieu en Israël, en général sous couvert de fêtes de famille, à l'occasion d'anniversaires ou de mariages. Sur toutes les photos, on retrouve Leonid Bilyunov. Je sais parfaitement qui était là. J'y étais aussi d'ailleurs. Seulement personne ne me voit, personne ne m'a vu et personne ne me verra jamais. J'ai vécu 6 mois en Israël. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que je me sentirais jamais chez moi là-bas. Ma femme est morte, on l'a enterrée, je suis parti vivre à Paris. Qu'est-ce que vous faisiez en France? Rien la plupart du temps. Vous êtes resté combien de temps? 8 ans? Oui. Pourquoi j'aurais dû forcément faire quelque chose? J'avais rien de particulier à faire. Je me promenais, je prenais soin de moi. Je draguais les filles. Leonid Bilyunov est l'un des premiers à être venu s'installer en Europe de l'Ouest. Il a d'abord vécu en Autriche. Après avoir échappé à une tentative d'attentat, les autorités autrichiennes l'enjoignent de quitter le territoire. Il part alors pour Paris. Là, au milieu des années 90, Bilyunov se voit reprocher d'avoir préparé un attentat contre le président russe Yeltsin en visite en France. Sans doute s'agissait-il en réalité d'une cabale de ses rivaux russes pour tenter de l'évincer. J'avais un ancien ami. C'était un homme très puissant et très influent en Russie.
Par lui, on avait accès à Yeltsin. Au cours d'une perquisition, la police a trouvé une arme et des papiers qui me permettaient de circuler librement dans toute l'Europe. À ce moment-là, j'étais en Israël, à Tel Aviv. J'étais confronté à un dilemme. Si je refusais de me présenter devant la justice française, je donnais du poids à l'inculpation. Mais si je me rendais en France, je risquais la perpétuité. J'ai choisi la seconde solution, bien sûr, car j'étais pas coupable. On m'a donné une peine avec sursis. Et puis, il y a l'histoire avec Yeltsin. Tout le monde n'a pas ce genre de livre. Il appartient à Leonid Fyodorovitch Bilyunov, exemplaire numéro 245. Il porte la signature de Yeltsin. Alors vous pensez que j'ai essayé d'attenter à sa vie? Je comprends pas. Je devais vouloir le tuer parce qu'il m'avait offert qu'un seul livre. Pendant les années 90, le séjour parisien d'Alimian Tortakhunov ne se déroule pas non plus sans incident. En France, j'ai jamais pu ouvrir de compte en banque. Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans compte en banque? Demandez ça à ces enfoirés de Français. Demandez-leur comment un homme peut vivre 8 ans sans compte en banque. Comment vous avez fait? Je me débrouillais. Je payais toujours en liquide. Je recevais de l'argent liquide de Moscou, mon argent. Ils trouvaient ça louche. Ils ont fini par m'expulser. Ils m'ont viré comme un malpropre. Tous ceux qui étaient liés à moi étaient qualifiés de mafieux. Les Français écoutent toutes mes conversations depuis 15 ans. Et ils me suivent depuis 15 ans aussi. Bonjour, cher ami. Alors, c'est possible aujourd'hui? J'étais sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire français en lien avec l'enquête sur l'attentat contre Yeltsin. Un des jours où je devais venir pointer, des jeunes gens très sympathiques m'attendaient. Ils m'ont dit « Nous savons que vous êtes quelqu'un de très influent. Est-ce que vous pourriez nous aider? 4 de nos ressortissants sont prisonniers en Tchétchénie. » Chirac avait demandé personnellement à Yeltsin s'il pouvait intervenir. Mais il n'était pas en mesure de le faire. Je connaissais un Tchétchène qui était très respecté là-bas. On avait fait de la prison ensemble. Et j'ai eu l'occasion une fois de lui sauver la vie. Il les a retrouvés vivants en 15 jours. On est allé les accueillir à leur arrivée. Это освобождение стало самым загадочным освобождением за последние месяцы, подробности которого, как и самих пострадавших, 2 дня французское посольство в Москве тщательно скрывало в своих стенах. Sans la guerre en Tchétchénie, on m'aurait gentiment reconduit vers la sortie. Parce que j'étais un mafieux, parce que j'étais un bandit, un coupeur de tête, un cannibale. J'aurais proposé de fonder une équipe de hockey en France. Je pouvais envoyer de l'argent. Si je créais une équipe, j'étais sûr que dans les 2 ans, elle gagnerait la Ligue des Champions. On m'a demandé « Qu'est-ce que ça t'apportera ?» J'ai répondu « Un permis de séjour dans ce pays. » Mais ils sont allés prendre l'avis de quelqu'un qui leur a conseillé de ne pas se lancer dans l'aventure. Je me suis battu pendant 8 ans. Et une fois, j'ai été expulsé pendant 1 an. Après ça, je suis revenu et j'ai repris la lutte. J'avais 10 ou 15 avocats à Paris. Ils épluchaient pour moi tous les journaux et surveillaient le milieu de l'émigration russe. J'avais un avocat pour tout. Un pour les impôts, un pour le code pénal. À la fin des années 90, la guerre ouverte que se livrent les bandes rivales pour se répartir le gâteau commence à s'apaiser. Ceux qui ont survécu cherchent maintenant à s'intégrer de façon légale dans l'économie pour en retirer un maximum de profit.
Vers la fin des années 90, on a commencé à comprendre qu'il fallait résoudre tous les conflits sans violence et tenter de quitter définitivement le monde du crime. Avec l'âge, on rêve d'une vie plus calme. Personne n'a envie de passer sa vie à éviter les balles. On a liquidé tellement de monde qu'il n'y avait plus personne à abattre. C'est terrible, bien sûr. Un business légal rapporte beaucoup plus d'argent et en plus, il présente aucun danger. Nos premiers pas vers les affaires légales, ça a été d'ouvrir un premier parking automobile payant. Peu de gens y laissaient leur voiture. Alors on a commencé à casser leurs vitres pour qu'ils viennent garer leur voiture chez nous. C'est un bon exemple de mélange d'activités légales et criminelles. La protection avait cessé d'être profitable. Les gens étaient toujours là, mais les relations avaient totalement changé. Ils ne se contentaient plus de protéger, ils dégageaient leur marge. Avec leur argent, leurs actifs, ils se sont mis à participer à la création d'entreprises, à faire du lobbying dans des domaines où les entrepreneurs ne le pouvaient pas. Le type de relation qu'ils entretenaient avec le monde des affaires s'est peu à peu modifié. Ils sont devenus des partenaires. C'est mon homme d'affaires, il vient de Kiev. Il habite Moscou. Il travaillait pour nous à Kiev, il veillait à ce que tout se passe bien. Vous faites quel type d'affaires en Ukraine? Je suis dans le bâtiment. Vous construisez quoi? Qu'est-ce qu'on construit, Marik? Des immeubles d'habitation, des bureaux, on vend des terrains. Ça marche bien, nos affaires dans la construction. T'es déjà bourré? T'as picolé dans l'avion? Regardez ses yeux, je le vois dans son regard. Dans les années 90, on se descendait entre nous. Dans les années 2000, on s'est mis à tuer de plus en plus d'hommes d'affaires, tout simplement parce que les bandits commençaient à se transformer en hommes d'affaires. Ils se retrouvaient soudain à des postes qui étaient occupés depuis longtemps par des hommes d'affaires. Лизонька, доченька моя, ты мне позвонила папе, сказал: пап, вот я хочу поехать. Лиза, но общественные транспорты лучше сейчас воздержаться от них. Вот, Лизонька, из-за гриппа. En 2001, Leonid Bilyonov réside toujours à Paris. En revanche, en Russie, il est soupçonné d'avoir organisé, avec un oligarque russe du secteur de l'aluminium, un attentat contre un important gouverneur. J'ai dû mener une vraie guerre. Le consortium d'aluminium dans lequel j'avais fait mon trou rapportait des dividendes gigantesques. Et bien sûr, je commençais à les gêner. Ils m'ont accusé de Dieu sait quoi. Et ils ont voulu m'extrader en Russie. Il fallait absolument que je légalise ma situation. Cette période aurait pu très mal finir pour moi. J'aurais pu me retrouver au cimetière. S'ils s'étaient contentés de me mettre en prison, j'aurais régné en maître. Et ça, ils ne le voulaient pas. J'ai déménagé en Italie. Là-bas, j'ai rencontré une Russe, je me suis marié avec elle, j'ai reçu un permis de séjour. J'ai téléphoné à des amis à Moscou. Ceux qui écoutaient la conversation ont cru que je m'apprêtais à acheter des médailles aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver 2002 à Salt Lake City. Lors de la remise des médailles de patinage artistique, le procureur de la République américain accuse Alimian Tortakhunov d'avoir acheté les juges. Il s'appuie sur des écoutes téléphoniques faites en Italie. Les États-Unis font arrêter Tortakhunov par la police italienne et demandent son extradition. Une quinzaine de types sont arrivés en sautant par-dessus la barrière. Ils portaient des brassards, ils n'avaient pas de masque, bien sûr. J'étais à table, je m'apprêtais à boire mon café, c'était le matin. Ils se sont approchés, ils ont commencé à me raconter des conneries.
Comment j'aurais pu acheter une médaille olympique? Et pourquoi je suis le seul à être montré du doigt? Pour l'acheter, il aurait bien fallu que je sois de mèche avec quelqu'un. Après plusieurs mois de tractation, la plus haute juridiction italienne rejette la demande d'extradition pour insuffisance de preuves. Après presque un an de détention provisoire dans les prisons italiennes, Tortakhunov est libéré et rentre à Moscou. Ce qui n'empêche que le mandat d'arrêt émis par Interpol à la demande des États-Unis est toujours en vigueur partout dans le monde. Les tentatives du gouvernement russe pour faire extrader Leonid Bilyunov de France n'ont pas abouti non plus. Il est impossible de prouver sa participation à l'attentat contre le gouverneur russe. Bilyunov réside toujours en France où il joue les généreux mécènes, comme ici pour la réhabilitation de l'église russe de Cannes. Leonid Bilyunov a décidé de légaliser son union devant Dieu. Ensuite, il a dit « Pourquoi votre église est-elle en si piteux état ?» Parce que je n'ai pas d'argent pour l'entretenir, voilà pourquoi. J'ai pris le numéro de compte du père Varnava et je lui ai viré près de 600 000 $. Après ça, bien sûr, ils sont allés faire une perquisition chez lui. Ils ont fait une perquisition. Ils étaient très agressifs. Ils ont été très brutaux, de vrais barbares. Et bien sûr, ils l'ont emmené au poste. En France, on ne peut pas accepter de l'argent dont on ne connaît pas la provenance. Mais excusez-moi, dans l'Évangile, il est dit « La main droite ignore le bien que fait la main gauche ». Cet argent a été à l'origine de toutes nos victoires en justice. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une église russe. Avec l'aide de Dieu, nous allons accomplir beaucoup de choses tous les deux. Les coupoles seront dorées à leur fin. Nous voulons restaurer cette église pour que les Russes se redressent. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Je vous embrasse tous, merci. Poutine a entendu parler de l'église de Cannes et il a ordonné qu'on me traite avec indulgence et qu'on me donne tous les papiers nécessaires. Il a compris que je faisais tout ça sincèrement. En 2003, Vitali Diomochka est une nouvelle fois libéré de prison. Il décide de produire avec ses fonds personnels une série pour la télévision locale de sa ville natale. Elle s'inspire d'événements autobiographiques datant des années 90. Diomochka y joue lui-même le rôle principal et de nombreux criminels de son entourage lui donnent la réplique. J'ai jamais eu de rêve. Je me suis fixé des buts, je les ai poursuivis et je les ai tous atteints. Par exemple, je m'étais fixé pour but de faire ce film. Les bagarres sont réelles. C'était des débiteurs qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Je leur ai proposé de rembourser en jouant dans mon film. Ils prennent un peu de coups, mais rien de terrible. L'histoire se passe dans les années 90. Un homme est mort en prison. C'était Sergei Apianov. Il avait purgé 25 ans de sa peine. On a utilisé une arme de ce type dans la vie réelle et on s'en sert aussi dans le film. L'été, Leonid Bilyunov fréquente le club de tennis de l'hôtel Eden Rock. C'est l'un des rendez-vous favoris des oligarques, ministres, fonctionnaires et sportifs russes de haut niveau. Venez, on vous attendait. Je vous présente Pavel Bourré. C'est un milliardaire, un voyou. Regardez-le. Mais il fait beaucoup pour la Russie. Et va-t'en de là avec ton cigare, espèce de barbare. Regarde, personne ne fume ici. C'est l'homme le plus riche de Russie. Qui est le plus grand bandit?
Celui qui fait sombrer dans la misère des centaines de milliers de gens en les laissant sans aucun moyen de subsistance? Ou celui qui vole un porte-monnaie? Pas un fonctionnaire, corrompu ou non, ne fait pour son pays ce que font les gens comme moi. Personne n'en fait autant en Russie. C'est pour que vous compreniez ce que c'est qu'un voleur dans la loi. La corruption est l'un des problèmes majeurs de la Russie. Cette pratique est rentrée depuis longtemps dans les mœurs. Tout est imbriqué. Les affaires, la politique, la criminalité. La mafia en Russie, c'est un groupement de fonctionnaires. Les fonctionnaires aussi, ils se font descendre en ce moment. Voilà pourquoi. Un fonctionnaire reçoit par exemple 15 ou 20 millions afin de privatiser un bien. Un mois se passe, 2 mois, une année. On lui dit « Sergueï Sergueïevitch, vous aviez promis de privatiser ?»« Oui, j'avais promis. » « Eh bien, je peux pas. Rendez-nous notre argent alors. Je ne l'ai plus. » Que pensez-vous que font les gens qui ont donné cet argent? Скажи, чтобы остановился. Где охрана, блядь, ни одного человека охранить? Пусть не играет, пусть не играет. On ne doit pas regarder du côté de l'Occident, de l'Amérique ou de quiconque et faire ce qu'on attend de nous. On doit agir comme on l'entend, en respectant notre mentalité. Notre démocratie a besoin d'un homme autoritaire. Chez nous, on se sent bien quand on a longtemps le même tsar. Il n'empêche qu'il existe bel et bien aujourd'hui en Russie une sorte de démocratie dirigée. La question est de savoir qui, à côté du président et du gouvernement, tient les rênes du pouvoir. Un de nos hommes était au pouvoir. C'est toujours très important d'avoir des amis bien placés. Je suis ami avec un député de la Douma. Je peux utiliser sa voiture avec sa plaque. On m'arrête jamais, on m'embête pas, parce qu'il est intouchable. C'est qu'un petit exemple, mais il peut rendre de bien plus grands services, en fait. Извините, господа. Да, да. Он будет участвовать в выборах? И он будет участвовать, он выдвинул свою кандидатуру. Валер, послушай, я тебе перезвоню, сейчас я не могу в открытом тексте выразить свое мнение, я проконтролирую это. Все, обнимаю, спасибо. Les lois russes actuelles ont été faites sous le contrôle des structures mafieuses. La mafia est présente à tous les échelons de l'État. Elle influe sur toutes les décisions prises dans le domaine économique, mais aussi politique. Elle a également une très grande influence sur les nominations dans l'administration. Un chef des voleurs peut devenir maire? Élu par le peuple, bien sûr. Chez vous, on peut devenir député avec 3 condamnations? Non? Et politicien? Alors maire au moins. On ne peut même pas devenir maire? Mais où vous vivez, bon sang? C'est permis d'avoir des vitres teintées sur les côtés ici? Tout ce que je sais, c'est que les vitres blindées, c'est interdit. Heureusement, ici, c'est pas nécessaire. On vit en paix en ce moment, non? Espérons-le. Mais en temps de paix, il faut aussi veiller au grain. Le tournoi de Roland-Garros à Paris. Leonid Bilyonov est un grand amateur de tennis. Il fréquente assidûment les tournois. Excusez-moi, vous avez les raquettes? Oh, pardon. Merci, mademoiselle. Serge. Il est ami avec de nombreux joueurs, comme Nikolai Davydenko, numéro 8 au classement mondial.
Nikolai ramassait les balles dans un club de tennis allemand. Aujourd'hui, c'est un joueur très bien classé au niveau mondial. Je connais beaucoup de monde. Je connais Léonid, par exemple. Je connais beaucoup de monde à Moscou. Je connais même des gens qui étaient liés au monde du crime, comme on dit. Aujourd'hui, ce sont tous des hommes d'affaires. D'abord, la mafia n'existe plus. Ces hommes ont énormément d'argent. Ils ont leur société, ils sponsorisent des tournois à Moscou. La presse étrangère ne vous a jamais interrogé sur vos relations? Pendant la Coupe Davis aux États-Unis, quand on jouait contre les Américains, on m'a posé des questions sur une personne liée au crime qui habite Moscou. J'ai d'abord... On peut vous demander sur qui, précisément? Oui, on le surnomme Taivanchik. Je pense que tout le monde le connaît. Il s'appelle Alimian, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je ne le connais pas bien, je le vous vois. Léonid, je le tutoie. Quand vous êtes revenu en Russie, vous êtes devenu 2 ou 3 fois plus riche? Oui, je suis devenu plus riche. Mais je vous dirai pas combien j'ai d'argent. Si je réunissais toutes les entreprises auxquelles je participe, ça ferait des sommes gigantesques. Leonid Bilyonov ne peut plus voyager dans de nombreux pays. Le risque de s'y faire arrêter est trop grand. C'est pourquoi il dirige ses affaires principalement depuis la France. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 25 millions. Toutes mes affaires sont en Russie. Je contrôle tout d'ici, avec le téléphone et Internet. Quand on a une structure financière et qu'on veut s'implanter en Russie, on désire connaître la situation dans les différentes régions. Moi, j'envoie des juristes, des gens qui font des audits, je regarde ce qu'il y a d'intéressant, et nous recevons de cette structure financière occidentale entre 3 et 7% pour les renseignements que nous lui fournissons. Leonid Bilyonov est une personnalité très connue. C'est l'un des premiers à être parti en Occident et à avoir développé une activité commerciale là-bas. Aujourd'hui, il occupe une position très importante. Dans les affaires ou dans le monde du crime? On ne quitte jamais le monde du crime. Vitali Diomochka est toujours recherché par la police russe. Il continue à se cacher chez des amis dans les environs de Moscou. Comment tout ça peut finir? Vous ne pouvez pas vous cacher toute votre vie? Pourquoi? J'ai un ami qui s'est planqué pendant 7 ans. Heureusement, il y a les amis, les avocats qui s'occupent de tout pour moi. Pendant ce temps-là, je peux rester chez moi. Je vais parfois en Russie, mais je ne veux pas créer de problème aux gens avec qui je suis en affaires. Je ne suis pas très fréquentable. Il m'arrive d'y aller, mais très rarement. L'époque des parrains est révolue. Aujourd'hui, ils se considèrent comme des hommes d'affaires. Et c'est à la justice qu'ils demandent de défendre leur honneur. Je ne peux pas dire qu'ils soient devenus respectables, même si leurs affaires le sont devenues. Quand on aborde le sujet en Occident, ça étonne beaucoup les gens. Là-bas, les sphères criminelles sont très clairement définies. La prostitution, la pornographie, le trafic de drogue, d'armes, etc. Quand on commence à parler d'activités criminelles dans le domaine pétrolier, ils ne comprennent pas. Les étrangers ne comprennent pas. C'est une des particularités du commerce russe. Des branches non criminelles de l'activité économique sont contrôlées par des gens du crime, dans le domaine de la banque, des finances, du commerce extérieur. En Russie, le business dépend des fonctionnaires et des politiciens, mais aussi de quelques personnages très bien placés. Vous désirez un alcool? Du vin, de la vodka? Vraiment? Merci. Le patineur qu'on m'avait accusé d'avoir aidé, celui avec qui j'avais discuté au téléphone, Chevalier,
Il avait un restaurant superbe dans le centre. Et il en avait ouvert d'autres. Mais il s'est fait abattre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du business. Il s'est fait tuer, mais ses hommes sont toujours là. L'un d'entre eux s'est aussi fait tuer. C'est comme ça à Moscou. Il était venu me trouver et il m'avait dit « Alig, aide-moi. Il y a un restaurant, l'Olympe, qui ne marche pas, personne ne vient plus. Si on nous donnait ce restaurant, on le remettrait sur les rails. » Je connaissais le propriétaire, c'était Iskander. J'ai accepté, je les ai amenés ici et le restaurant est reparti. Regardez ce qu'ils en ont fait, c'est un vrai rêve. Tout est absolument parfait. Des gens viennent me demander de l'aide de partout dans Moscou. C'est une question de respect. Partout où ce type passe, les affaires prospèrent. Des cerises, j'adore ça. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus civilisés que dans les années 90. Ils se retrouvent dans des restaurants, ils portent des cravates, des chemises blanches, des costumes coûteux. Ils roulent dans des voitures de prix. Ils s'installent tranquillement à une même table et règlent leurs problèmes ensemble. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre? Un tireur, un tueur à gages. Et c'est réglé. Юля, слышишь, там это самое, они звонили вам, там сегодня ночью огурец умер, знаешь, нет? Il doit bien y avoir un grand portrait, non? Oui, il y a un portrait, une inscription, tout ce qu'il faut. Ouais, il faut sûrement quelque chose de ce genre, non? À Oussourisk, dans l'extrême-orient russe, le temps semble s'être figé dans les années 90. Ici, l'économie est toujours directement contrôlée par les bandes criminelles. Et elle recourt toujours aux méthodes les plus expéditives pour régler les conflits. Quand ça, demain? Ça y est, il dit qu'on l'a trouvé. Il faut qu'il paye. Les gens sont bêtes aussi. Il est parti pour Moscou, il s'est caché. Il pensait peut-être qu'on ne le retrouverait pas, mais on l'a retrouvé. Il avait pris de l'argent et il s'était tiré. Voilà comment ça s'est passé. Tu viens, tu bavardes, il arrive et il déclare que tu lui as extorqué de l'argent. Trouvez ça honnête? Une descente de police à Moscou. Une petite fête est organisée dans un casino d'Alimian Tortakhunov pour l'anniversaire d'un chef connu, Biezik. C'est gentil de ne pas avoir gâché mon anniversaire, je vous remercie. Tout a été fait très correctement. Tu trouves qu'ils sont corrects, toi? Le propriétaire des lieux est là en personne. Mais il refuse cette fois de se montrer devant la caméra. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous me filmez? Il faut pas. Ici, il n'y a aucun criminel. Il y a les présidents des fédérations de lutte, de boxe et des champions olympiques. Un criminel, je le rencontrerai quelque part en dehors de la ville, dans un endroit où personne ne me verrait. C'est le dernier anniversaire de Biezik, le héros de la fête. Il sera tué 2 semaines plus tard dans l'explosion d'une bombe. C'était une époque particulière, il faut l'oublier aujourd'hui. C'était pas les gens qui étaient mauvais, c'était le pays qui l'était. Ces gens étaient le produit de cette époque, ils n'y pouvaient rien. S'il y a eu des instituts, des salles de sport pour les accueillir, on aurait très bien pu en faire aussi des champions olympiques. Mais ils se sont bien rattrapés par la suite. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs ou des hommes politiques en vue pour beaucoup d'entre eux. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de problème de banditisme aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu une période agitée, mais tout ça, c'est bien fini. Tu me parles des voleurs, je vais te répondre. C'est un monde qui ne m'intéresse plus. J'en suis sorti depuis très longtemps. Je suis au-dessus de ça depuis longtemps. À Moscou, aujourd'hui, l'argent règne en maître et sans se cacher.
La fortune et le pouvoir s'étalent aujourd'hui à la vue de tous. Mais mieux vaut profiter tout de suite de la vie parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Près de 20 ans après le grand bouleversement qui a succédé au démantèlement de l'Union soviétique, chacun semble avoir trouvé sa place. Je peux dire que j'ai une vie intéressante. Bien sûr, j'ai dû lutter sans cesse, j'ai enduré beaucoup de pertes. Mais comme vous le voyez, j'ai survécu et aujourd'hui je suis un homme heureux. J'ai beaucoup d'amis. Tout le monde m'aime, me respecte. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Allumez l'eau. Ensuite, on mettra ce lit là, vous voyez? Je mettrai un rideau, j'installerai une télé, je regarderai les Jeux Olympiques. Il y aura du soleil, il fera chaud. Ça sera bien, non? Voici le futur président de la Russie. Vous avez vu son regard? Un blond aux yeux bleus. Vous avez déjà vu un Ouzbek comme ça? Si on me demandait, si on t'avait jeté d'un avion de 10 000 mètres, est-ce que tu aurais eu plus de chances de survivre que dans la vie? J'aurais répondu oui, beaucoup plus. Mes chances étaient quasiment nulles. D'un avion, j'aurais peut-être eu une chance. Dans la vie, a priori, je n'en avais aucune. Cette icône a été peinte à la demande du tsar Nicolas, un représentant de l'école de Rubens, par ici. Regardez, c'est un Roublov de 1405. Vous ne trouverez son équivalent qu'au Kremlin. Cette icône mesure 3,14 m. Elle est unique au monde. Il n'y en a pas d'autre comme ça. C'est la crucifixion, l'entrée dans Jérusalem. Je ferai don de toutes ces icônes à l'église orthodoxe de Cannes. Mais je ferai en sorte qu'elles restent attachées à tout jamais à ma famille. Je suis président de l'association de l'église de Cannes. Ça s'est fait avec la bénédiction du patriarche Cyril, de l'église de Moscou, et de l'évêque Hilarion, de l'église orthodoxe russe hors frontières. Je suis président et nous avons créé une nouvelle association, avec de nouveaux statuts. Vous voyez, on arrive quand même à faire des choses. Si on ne le fait pas, qui le fera? Vitali Diomochka renoue avec son passe-temps préféré. Il projette de tourner un nouveau film et fait auditionner les comédiens. Cette fois encore, il jouera le premier rôle pour raconter l'histoire des gangsters russes de la grande époque des années 90. Ce crétin a déjà oublié qu'il a tué Lyosha. On a besoin de mecs comme lui. Il vaut une bande à lui tout seul. Il faut absolument que ces deux-là soient avec nous. C'est à lui que tu as demandé de faire ça? C'est pas mal. Je pense qu'on peut travailler avec toi. Rajoute un peu de peur, un peu d'émotion, quand je te le dirai. Tous ces événements se sont vraiment produits. Ce sont les meurtres les plus médiatisés des années 90, chez nous, dans la province maritime. On va porter tous ces événements à l'écran. Mais comme tous les gens qui y ont participé sont morts, vous allez jouer les rôles de ceux qui sont plus là. Et à la fin du film, vous mourrez. Ouais, ils se sont tous entretués. Pourquoi avez-vous accepté de vous laisser filmer? Dans la vie, je fais toujours ce qui me semble utile. Si je vous raconte pas tout ça, ça se perdra. C'est un morceau de vie que personne d'autre ne pourra jamais vous raconter, auquel vous n'aurez jamais accès. Vous ne trouverez ça nulle part. Je vous raconte les choses telles qu'elles sont, il n'y a rien à inventer. Pour réussir dans la vie, il faut avoir une forte personnalité. Ce que j'ai toujours le plus redouté, c'est de faire partie de la masse.
d'être comme tout le monde. Je vais vous expliquer encore une fois. La caméra est allumée. Je ne suis pas un criminel. Je suis quelqu'un de bien. Je vous ai raconté ma vie. Je suis un citoyen russe, tout ce qu'il y a de plus respectable. Je voulais que les parrains du crime participent à la production d'un nouveau film. Mais le monde du crime ne s'intéresse pas à l'art. Apparemment, je suis le seul à le faire.